Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. En réalité, je n'ai pas préparé de diapo parce qu'on m'avait parlé d'un panel, d'une table ronde. Et pour nous, par définition, un panel, c'est sans diapositive, mais c'est un problème peut-être de compréhension et de communication. Et je voudrais m'en excuser. Alors, il était également prévu que je parle après les programmes tuberculose et VIH du ministère de la Santé. Et donc, j'avais aussi préparé ma présentation parce que je ne devais pas être redondante. Cela dit, je voudrais rappeler que selon l'OMS, toutes les minutes, 3 personnes vivant avec le VIH décèdent de tuberculose. Les chiffres sont très alarmants, mais il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été fournis dans la gestion de la co-infection tuberculose et VIH. Et moi, je vais surtout axer mon intervention dans la gestion de programmes tuberculose et VIH. Et au Sénégal, beaucoup de progrès également sont enregistrés. Déjà en 2015, 81% des patients tuberculose ont été dépistés pour le VIH, avec une couverture de 98% de patients dépistés VIH qui ont été mis sous cotrimoxazole et 95% de co-traitement, traitement antituberculeux et antirétroviraux. Alors, nous avons effectivement beaucoup de résultats. J'ai donné le chiffre de 2015 parce qu'à partir de 2015, les résultats se sont stagnés. Et donc, nous avons dû reconnaître que malgré tous les efforts qui ont été fournis, malgré tous les résultats que nous avons obtenus, la partie n'était pas gagnée. Les enjeux sont multiples, les défis sont importants et les objectifs ambitieux. Enfin, en effet, la riposte au VIH, on le sait, je pense que le professeur Ndour va y revenir très largement, est dans une phase décisive, avec des objectifs d'élimination, avec une phase d'opportunité qui nous sépare de 2030. On a fixé la fin de l'épidémie du sida pour 2030, mais entre-temps, il y a une période d'opportunité où il faut accélérer les traitements et atteindre les objectifs que l'ONU-SIDA appelle les objectifs de fast track, qui sont les 90-90-90. Donc 90% des personnes vivant avec le VIH qui doivent être dépistées, qui doivent être mis sous traitement et qui ne doivent plus transmettre le VIH, donc si on veut rompre la chaîne de transmission du VIH. De même, le programme tuberculose aussi est engagé dans la stratégie End-TB pour la fin de l'épidémie de tuberculose. Et donc, vous voyez que c'est des objectifs ambitieux que les programmes se sont fixés. On vient également de suivre le paludisme qui veut éradiquer le paludisme, donc qui va même plus loin que les autres. Mais pour relever tous ces défis d'élimination, d'accélération, nous sommes conscients que des mesures importantes doivent être prises. Et une mesure importante, c'est qu'il faut sortir les maladies de leur isolement et s'investir pour des actions intégrées et novatrices. Nous pensons que pour trouver le dernier quart qui nous reste, pour couvrir le dernier quart qui nous reste, il nous faut non seulement intégrer les moyens, mais également il nous faut être innovants. Il faut imaginer des choses qui ne se sont pas faites jusque-là. Et donc, pour cela, la recherche est très importante. Et donc, c'est un plaisir pour nous de parler devant les universitaires qui pourraient certainement nous aider à franchir ce dernier quart. La tuberculose étant la première maladie opportuniste du sida, elle reste une cause majeure de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. L'OMS estime que 13% des décès dont le sida serait lié à la tuberculose. Et il est reconnu que l'approche intégrée des services de lutte contre le sida et de la tuberculose pour un one-stop service, c'est-à-dire on met le patient au centre.
c'est-à-dire un patient qui vient en contact d'un service de santé, qu'il soit VIH ou tuberculose, reçoit des soins intégrés pour les deux maladies, mais je pense que le one-stop service va au-delà de tuberculose et VIH. L'hépatite et d'autres pathologies également doivent intégrer le one-stop service. Et nous pensons que c'est une stratégie qui met le patient au centre de la prise en charge qui pourrait nous aider à améliorer la santé publique. Le VIH et la tuberculose, malheureusement, affectent les populations actives, les moteurs du développement. Mais aussi, ce sont des maladies qui s'attaquent aux couches vulnérables de la population et également à des populations souvent marginalisées. Ces populations vulnérables ont souvent également des difficultés d'accès à la prévention, au traitement, aux soins. Et il s'agit pour le VIH des populations clés les plus exposées au risque. Au Sénégal, nous avons défini 3 populations clés: les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les consommateurs de drogue et également les professionnels du sexe. Et pour ces populations, la prévalence du VIH est parfois 20 à 30 fois supérieure à la moyenne dans la population générale. Mais également, il y a les populations qui sont classées populations vulnérables, parce que des populations, soit qui vivent en contexte de vulnérabilité, ou en tout cas qui sont vulnérables parce que nous avons vu que ces populations ont également des taux de prévalence 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne nationale. Ce sont les détenus, ce sont également les populations handicapées au Sénégal, donc qui ont une prévalence 2 à 3 fois la moyenne dans la population générale. Et donc, je voudrais dire que l'initiative End TB estime que des millions de vies pourraient être sauvées si les stratégies étaient intégrées et adaptées. Et l'intégration des services de prévention et de prise en charge du sida, aussi bien et de la tuberculose, mettant ainsi fin au cloisonnement des services, est donc un défi majeur pour finir avec ces 2 pandémies. En outre, les programmes VIH et TB gagneraient à apprendre des leçons tirées des expériences des unes et des autres. Ça, c'est pour vraiment mettre en avant l'avantage d'intégration de ces programmes. Et il faut souligner à ce niveau que dans le cadre de la lutte contre le sida, les acteurs de la riposte au sida ont très vite compris que le sida, en plus d'être une question de santé, est aussi une question de développement. Et ces acteurs, dans le cadre du VIH, ont développé l'approche multisectorielle. Et c'est une approche qui intègre les populations bénéficiaires, les communautés, la société civile, mais aussi les secteurs ministériels de développement en plus du secteur de la santé. Donc d'autres secteurs au Sénégal, nous avons 9 secteurs de développement, donc 9 ministères autres que la santé qui développent également des activités qui mettent en œuvre des plans d'action de lutte contre le sida. Et nous pensons que c'est une approche également qu'il faudrait étendre à d'autres maladies et qui doit s'étendre également à la tuberculose. Il faut des innovations, je l'ai dit tout à l'heure, et donc des innovations qui doivent se traduire dans des politiques, mais aussi dans les instances locales, les communautés qui doivent être impliquées pour renforcer et changer donc les mentalités sur le terrain. Nous pensons qu'il faut changer les mentalités, il faut changer notre façon de faire pour, je dis encore, couvrir le quart qui nous reste, le dernier quart qui nous reste sur le chemin à parcourir vers l'élimination. Pour ce qui concerne le Sénégal, cette intégration VIH et tuberculose est en train de se mettre en place. Depuis 2007, il y a des instances de coordination à tous les niveaux donc, de la pyramide sanitaire donc, qui ont été mises pour coordonner les 2 programmes. Et de plus, la volonté politique d'intégrer les services de prise en charge des malades, parce que c'est au niveau certainement des programmes où il y a des problèmes, mais le malade, lui, il intègre tout.
Et donc, au niveau des patients, l'intégration des services a contribué au succès de la prévention et de la prise en charge pour les patients co-infectés TB et VIH. Par ailleurs, un des acquis de la réussite des programmes, aussi bien TB que VIH, est la gratuité des traitements. Et donc, pour atteindre l'accès universel, les médicaments doivent être abordables. Abordables pour nos pays, mais aussi disponibles à tous les niveaux et pour tous les patients, y compris ou en particulier les patients les plus vulnérables. Il nous faut donc renforcer les capacités nationales pour que les médicaments soient disponibles. Il nous faut renforcer les capacités nationales pour l'acquisition des médicaments, mais aussi pour la distribution des médicaments, y compris pour la négociation des marchés. C'est des médicaments qui sont très souvent payés dans le cas des deux programmes, en partie par des bailleurs de fonds. Et donc, il faut que nos États soient un peu plus souverains dans l'achat de ces médicaments, mais pour cela aussi, il faut continuer à négocier la baisse de ces médicaments pour pouvoir améliorer l'accès et atteindre l'accès universel que nous nous sommes fixés. Il faut aussi travailler, y compris dans l'acquisition des médicaments, sur des stratégies innovantes de financement, d'approvisionnement, en poursuivant les partenariats que nous avons établis déjà avec nos partenaires financiers. C'est le Fonds mondial qui appuie les deux programmes, qui a mis en place une plateforme d'achat groupé. Je pense que c'est une opportunité pour les programmes pour négocier les prix de manière globale. Mais également, il y a d'autres partenaires comme l'UNITAID, UNICEF également, qui travaillent dans l'approvisionnement et donc qui peuvent appuyer les programmes à travailler, à faire baisser les coûts de médicaments et également à faciliter l'approvisionnement. Pour conclure, je voudrais terminer par une note d'espoir que nous offre l'avènement de nouvelles méthodes intégrées de diagnostic, mais aussi de suivi, telles que le TB-LAM, le GenExpert. Nous pensons que les deux programmes pourraient travailler ensemble à avoir une couverture pour le bénéfice des populations. Et nous devons donc avoir plus d'accès à ces technologies qui permettront de simplifier les diagnostics et le suivi du patient. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais m'en arrêter là. Nous vous remercions, Madame.